Bonjour et bienvenue sur Score Stories. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un musicien pas comme les autres, un compositeur qui écrivait ses partitions en plongeant dans les profondeurs marines, qui transformait son appartement parisien en laboratoire sonore et qui a révolutionné la musique de film française en seulement 10 ans. François de Roubaix, mort à 36 ans dans un accident de plongée aux îles Canaries, a laissé derrière lui un héritage qui résonne encore aujourd'hui dans le hip-hop, l'électro, et partout où on cherche ce son particulier, ce mélange de mélancolie et de modernité. Vous connaissez peut-être ces thèmes sans le savoir: Dernier domicile connu, Les Aventuriers, Le Samouraï, l'Ashkumun. Des mélodies qui traînent dans la tête, qui ont été samplées des milliers de fois. Mais derrière ces musiques, il y avait un homme qui vivait sa vie comme un film d'aventure, entre deux passions dévorantes, le cinéma et la mer. Son histoire, c'est celle d'un autodidacte qui n'a jamais appris le solfège, qui bricolait dans son home studio avec des objets du quotidien, qui faisait teinter des ressorts et vibrer des verres de cristal pour trouver le son. C'est l'histoire d'un pionnier de la musique électronique française, d'un homme barbu aux cheveux longs qui détonnait dans le milieu très classe des compositeurs de musique de cinéma et qui pourtant s'est fait respecter par les plus grands. Nous allons donc remonter le fil de sa vie, une vie trop courte mais incroyablement dense. François de Roubaix naît le 3 avril 1939 à Neuilly-sur-Seine, en pleine montée des tensions européennes. Il grandit dans un milieu artistique assez particulier. Son père, Paul de Roubaix, d'origine belge, produit des films institutionnels avec sa société, les Films du Centaure. Sa mère, Leontina Indeli, qu'on surnomme affectueusement Mima, est italienne. C'est une artiste peintre qui fait aussi de la bande dessinée et du film d'animation. Donc voilà le décor, un gamin qui grandit entouré de pellicules, de bobines, de caméras. Le cinéma, ce n'est pas un truc qu'il découvre, c'est l'air qu'il respire depuis toujours. Mais il y a autre chose qui va façonner sa vie. Vers 12 ans, son père l'emmène plonger en Corse, à Campomoro. La famille y a fait construire une maison de vacances. Et François tombe amoureux de l'océan. Pas juste des vagues et du soleil, non. Des profondeurs, du silence sous l'eau, de ce sentiment d'apesanteur et de liberté. Toute sa vie, il reviendra là-bas, entre deux tournages, entre deux films. À 15 ans, il découvre le jazz. Et là, tout bascule. Pas de conservatoire, pas de professeur. Il se débrouille seul. Il apprend le trombone, la guitare, le piano. Il intègre un orchestre de Dixieland, le New Orleans College, fondé par des potes comme George B. Carr et Michel Fontane. Ils accompagnent même quelques grands noms du jazz américain qui passent par là. Le trompettiste Bill Coleman, le clarinettiste Albert Nicholas. C'est une école formidable, le jazz. Ça apprend à improviser, à écouter les autres, à réagir en temps réel. Dans le même temps, François fait aussi un peu tout dans la boîte de production de son père. Il monte des films, il fait de la prise de son, il apprend tous les métiers techniques du cinéma. Il accompagne même son père en Afrique. Bref, c'est un touche-à-tout, un bricoleur, quelqu'un qui veut tout comprendre par lui-même. Et puis, vient la rencontre décisive. Son père travaille avec un jeune réalisateur qui débute. Il s'appelle Robert Enrico. En 1959, Robert Enrico prépare un court-métrage, L'Or de la Durance. Il a besoin de musique. Paul propose son fils, François. Le gamin a 20 ans. Il compose sa première partition et Robert Enrico est emballé. C'est le début d'une amitié indéfectible, d'une complicité qui durera jusqu'au dernier jour.
Robert Enrico et François Droubet, c'est une histoire de fidélité rare dans le cinéma français. Pendant la première moitié des années 60, François Droubet se fait les dents sur des courts-métrages. Il compose pour tous les films de la boîte de son père. Des documentaires institutionnels, des films pour la SNCF, pour la Poste, pour l'EDF, pour le ministère de l'Agriculture, pour l'Institut Pasteur, pour le ministère des Armées. C'est du travail alimentaire, mais c'est aussi une liberté incroyable. Personne ne lui dit comment faire. Il expérimente, il cherche, il trouve son style. Il continue avec Robert Enrico sur d'autres courants. Les Trois Amis, Montagne Magique, Contrepoint. À chaque fois, il pousse un peu plus loin. Il mélange des instruments bizarres, il joue avec les sons électroniques balbutiants de l'époque. Il n'écrit pas vraiment de partition au sens traditionnel. Il compose directement à l'oreille. Il enregistre, couche par couche, il bricole, jusqu'à ce que ça lui plaise. Et puis, Robert Enrico se lance dans le long métrage. Il adapte un roman de José Giovanni, Les Grandes Gueules, avec Lino Ventura et Bourvil. On est en 1965, François Droubet a 26 ans. C'est son baptême du feu. François Droubet compose un thème pour harmonica. Le film marche bien, et soudain, les gens commencent à remarquer ce compositeur qui fait de la musique différemment. 2 ans plus tard, nouveau film de Robert Enrico, Les Aventuriers. Cette fois, c'est Lino Ventura et Alain Delon. Un film d'aventure à l'ancienne, une histoire de trésors engloutis, d'amitié, de tragédie. François Droubet compose une partition mélancolique et romantique. Le thème principal, chanté par Théo Sarapo, le dernier compagnon d'Édith Piaf, devient un tube. Le film est un succès phénoménal. La carrière de François Droubet décolle pour de bon. C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec Alain Delon. L'acteur le fait engager sur Diaboliquement Vôtre de Julien Duvivier, le dernier film du vieux maître. Et surtout, Alain Delon le présente à Jean-Pierre Melville, qui prépare Le Samouraï. Jean-Pierre Melville, c'est un monument. Un cinéaste austère, exigeant, qui a codifié le polar français. Le Samouraï, c'est l'histoire d'un tueur à gages solitaire, incarné par Alain Delon. Un film quasi muet, où chaque son compte. Jean-Pierre Melville veut une musique minimaliste, qui souligne le vide existentiel du personnage. François Droubet compose un thème épuré, presque hypnotique. Des notes de piano espacées, une mélodie qui tourne en boucle, lancinante. C'est parfait. Melville est conquis. Le film sort en 1967 et devient culte instantanément. Le thème du film Le Samouraï entre dans la légende. Des décennies plus tard, il sera samplé par d'innombrables artistes hip-hop et électro. Cette collaboration avec Melville, c'est une consécration. François Droubet a prouvé qu'il pouvait travailler avec les plus grands, qu'il avait cette capacité à s'adapter à des univers radicalement différents. Au tout début des années 1970, François Droubet fait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il installe dans le grand salon de son appartement du 5e étage, rue de Courcelles à Paris, un studio d'enregistrement de classe professionnelle. Un magnétophone 8 pistes, un orgue, 2 synthétiseurs. Personne ne fait ça à l'époque. C'est 30 ans avant que le home studio devienne la norme. Pourquoi fait-il ça ? Parce qu'il en a assez de dépendre des studios commerciaux, de leurs horaires, de leurs contraintes. Il veut pouvoir travailler quand il veut, comme il veut. Il veut pouvoir passer des nuits entières à chercher le son parfait. Il veut tout contrôler aussi. La composition, l'orchestration, l'exécution, l'enregistrement et le mixage. Il veut être l'auteur absolu de ses partitions. Et c'est là, dans cet appartement haussmannien transformé en laboratoire sonore, qu'il va créer ses œuvres les plus audacieuses. Il joue lui-même de tous les instruments, ou presque. Guitare, piano, flûte, percussion, synthé. Il enregistre couche par couche. Il superpose les pistes.
C'est ce qu'on appelle le re-recording, une technique qu'il pousse à l'extrême. Son ami et ingénieur du son Jean-Pierre Pélissier se souvient. François aurait tiré des sons musicaux d'un bout de caoutchouc. Il fait teinter des ressorts, il fait vibrer des verres de cristal, il enregistre des bruits de tous les jours et les transforme. Par exemple, la trompette suraiguë à l'agilité démoniaque de l'homme orchestre, c'est en fait un trombone, l'instrument de François, enregistré en faisant défiler la bande 2 fois moins vite. La flûte piccolo, dans le même thème, même chose, avec une flûte à bec ténor. Ces techniques, tous les électroacousticiens les connaissent, mais François de Roubaix les utilise dans des contextes où personne ne s'y attend. Il mélange des instruments folkloriques exotiques avec des synthés Moog. Il marie la gabarde avec l'ocarina et la cithare. Il passe du piano basse-string au jazz Nouvelle-Orléans. Pour lui, comme il le dit lui-même, la musique contemporaine, c'est la musique vivante. C'est la musique des Beatles, des Pink Floyd. C'est une musique qui a un dialogue avec le public. Pendant cette période, François de Roubaix devient le compositeur attitré d'un autre cinéaste, José Giovanni. Ancien truand devenu romancier, puis réalisateur, Giovanni fait des films sombres sur le milieu, la prison, la solitude. Il y a quelque chose chez lui qui résonne profondément avec François de Roubaix. Peut-être cette obsession de l'amitié masculine, du code d'honneur, de la mère aussi. En 1969, François de Roubaix compose pour Dernier domicile connu, avec Lino Ventura et Marlène Jobert. Le thème principal, avec son orgue mélancolique et ses cordes lancinantes, devient instantanément reconnaissable. C'est devenu une des musiques de polar les plus emblématiques du cinéma français. Puis vient 1972 et la Shkumun, toujours avec Giovanni et Belmondo en tête d'affiche. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. François de Roubaix compose une maquette au synthétiseur, juste pour donner une idée de la mélodie future. Quand Giovanni l'entend, il dit « C'est parfait comme ça, garde-le en l'état ». François de Roubaix comprend alors qu'il peut être totalement autonome. Il enregistre toute la partition tout seul dans son home studio. Le thème principal, avec son orgue de barbarie et ses ressorts qui teintent, devient mythique. Les gens le sifflent dans la rue. La Shkumun, c'est l'œuvre matrice des années home studio, le jalon initial, la preuve qu'un compositeur peut tout faire lui-même de A à Z et créer quelque chose d'inoubliable. François de Roubaix travaille aussi pour d'autres réalisateurs. Yves Boisset sur Le Sceau de l'Ange et RAS. Jean-Pierre Mocky sur La Grande Lessive et Les Talons. Jean Herman sur Adieu l'ami avec Alain Delon et Charles Bronson. Il compose pour des films d'action, des drames, des comédies. Et à chaque fois, il trouve le bon son, la bonne couleur. Il laisse aussi son empreinte sur la télévision. Les génériques qu'il compose pour Les Chevaliers du Ciel, Les Secrets de la Mer Rouge, Le Commissaire Moulin, Les Hauts de Hurlevent deviennent des classiques. Des millions de téléspectateurs les connaissent par cœur sans savoir qui en est l'auteur. En 1974, José Dayan vient filmer François de Roubaix dans son home studio pour une série documentaire intitulée Les musiciens de la pellicule. C'est un des seuls témoignages qui nous reste du compositeur dans son élément. On le voit parler de son travail, de la condition du compositeur de musique de film, de ses choix. On le voit jouer et enregistrer une composition en direct. C'est fascinant de voir à quel point il est méthodique, exigeant et pointilleux sur les détails. L'année suivante, Robert Enrico lui demande de composer pour Le Vieux Fusil. C'est un film dur, violent, sur la Seconde Guerre mondiale, la résistance, la vengeance. Philippe Noiret y incarne un médecin dont la femme et la fille sont massacrées par les nazis. Romy Schneider joue son épouse. François de Roubaix compose une partition déchirante, un dialogue entre deux pianos. L'un symbolise Noiret,
enregistré à vitesse normale. L'autre symbolise Schneider, enregistré au ralenti. Les deux se cherchent, se répondent, mais ne peuvent jamais se rejoindre. C'est d'une mélancolie insoutenable. Le thème principal reste dans la tête. Il hante. Lorsque le film sort, c'est un énorme succès public. Des millions de spectateurs pleurent dans les salles. La partition de François de Roubaix est saluée par tous. C'est son chef-d'œuvre absolu, le sommet de son art. Le 6 mai 1975, François de Roubaix devient père. Il est heureux, il a 36 ans, est au sommet de son art, il a une femme, un enfant et des projets plein la tête. Mais il y a toujours la mer, toujours cette passion dévorante pour la plongée. En novembre, il part aux Canaries. Le 22 novembre 1975, il plonge au large de Tenerife. Quelque chose se passe mal. On ne sait pas exactement quoi. Un malaise peut-être, une remontée trop rapide. Il ne remonte jamais. François de Roubaix meurt à 36 ans. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le milieu du cinéma français. Ses amis sont dévastés. Robert Enrico, Giovanni Pellissier et tous ceux qui l'ont connu sont effondrés. Pascal Jardin, scénariste et ami proche, écrira « La mer et ses mystères ont eu raison de François ». En avril 1976, 5 mois après sa mort, le premier César de la musique de film est décerné. C'est pour Le Vieux Fusil, à titre posthume. Robert Enrico monte sur scène pour recevoir le prix au nom de son ami disparu. L'émotion est palpable dans la salle. François de Roubaix n'a composé que pendant 10 ans. 10 ans, ce n'est rien. Et pourtant, l'empreinte qu'il a laissée est immense. D'abord, il y a l'aspect technique. François de Roubaix a été un pionnier absolu du home studio. Dans les années 70, quand les compositeurs travaillaient dans des studios commerciaux avec des orchestres de session, lui faisait tout seul chez lui. Aujourd'hui, tous les grands noms de la musique de film ont leur home studio. Hans Zimmer, Howard Shore, tous. Ils maquettent, ils expérimentent, ils font parfois du définitif chez eux. François de Roubaix a montré la voie 30 ans avant tout le monde. Ensuite, il y a son approche du son. Il a été l'un des premiers en France à comprendre les possibilités des synthétiseurs et des générateurs de fréquences. Dès 1960, il utilisait ses ancêtres du synthé pour créer des sonorités inédites. Pour lui, c'était l'outil idéal pour exprimer le mystère des espaces sous-marins. À travers le synthé, il prolongeait son obsession pour la mer. Il créait des sonorités aquatiques très personnelles, qui sont devenues l'une des constantes de sa dernière période. Comme si l'océan était un univers parallèle, dont la voix intérieure serait électronique. Il a aussi défriché le terrain pour toute la musique électronique française. Avant lui, il y avait très peu de compositeurs qui mélangeaient électronique et musique traditionnelle dans le cinéma français. Lui, il n'hésitait pas à marier le moog à la guimbarde. Cette approche hybride, c'est devenu la norme après lui. Et puis, il y a la postérité de ses thèmes. Les musiques de François de Roubaix ont longtemps été difficiles à trouver en disque. Pendant des années, elles sont restées enfouies. Mais à partir des années 90 et surtout 2000, une nouvelle génération les a redécouvertes. Les DJ, les producteurs de hip-hop, les musiciens électro se sont mis à sampler ces morceaux massivement. Le label français Mowax a sorti des compilations. En 2003, une d'entre elles, intitulée Cinemix, a rassemblé des remixes de ces thèmes par des artistes comme Carl Craig, Luc Weber ou les Troublemakers. Ça a fait exploser sa réputation dans le milieu électro. Soudain, François de Roubaix est devenu culte auprès d'une génération qui n'était même pas née quand il est mort. Ces thèmes apparaissent partout, dans des publicités, dans des films récents, dans des morceaux de rap, d'électro, de trip-hop. Le thème de Dernier domicile connu a été samplé des dizaines de fois.
celui de la Shkomoun aussi. Si vous écoutez du hip-hop français, il y a de grandes chances que vous ayez entendu du François de Roubaix sans le savoir. En 2011, Gilles Loison et Laurent Dubois publient une biographie monumentale. François de Roubaix, charmeur d'émotions. Un pavé de 568 pages avec CD-ROM et DVD. C'est le fruit de 12 ans de recherche. Tout est là. Les films, les anecdotes, les témoignages, les photos, les partitions. François de Roubaix avait un rapport ludique à la musique, profondément démocratique. Il refusait l'élitisme, le snobisme. Pour lui, la bonne musique, c'était celle qui touchait les gens, celle qui vivait, qui progressait. Il jouait de 30 instruments, mais prétendait n'en maîtriser aucun. Il dirigeait des orchestres, mais poussait l'autoproduction aussi loin que possible. Il aurait voulu rattraper son retard dans la compréhension du solfège et les techniques des professionnels de l'écriture. Ses proches l'en ont dissuadé. C'était justement son approche intuitive, instinctive, qui faisait sa force. Aujourd'hui, si vous regardez un vieux polar français, il y a des chances que ce soit lui qui ait composé la musique. Et si c'est le cas, vous le saurez tout de suite. Ce son particulier, ce mélange de mélancolie et de modernité, d'électronique et de jazz, d'épuré et de foisonnant, c'est lui. C'est indélébile. Quand on pense aujourd'hui à François de Roubaix, ses 36 ans de vie, ses 10 ans de carrière, son héritage qui ne meurt pas, qu'est-ce qui reste quand on pense à lui? Un musicien qui refusait les conventions, qui a transformé son appartement en studio alors que personne ne faisait ça, qui composait en plongeant sous l'eau, mais surtout quelqu'un qui vivait ses passions à fond. Le cinéma, la mer, quelqu'un pour qui il n'y avait pas de frontière entre la vie et la création. Il est mort trop jeune, évidemment, et on se demande ce qu'il aurait fait s'il avait vécu plus longtemps. Ce qu'on sait, c'est que les musiques qu'il a laissées continuent à vivre. Elles passent à la radio, elles sont samplées, elles sont redécouvertes par de nouvelles générations, et à chaque fois qu'on les entend, il y a cette même évidence. C'était quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui entendait le monde différemment. Nous arrivons au terme de cet épisode consacré à François de Roubaix. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez-le et laissez un commentaire pour me dire quel compositeur vous aimeriez découvrir dans le prochain épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode de Score Stories.